Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au journal du sport pour promouvoir la paix. Le tournoi de football dénommé Coupe de la paix qui a eu lieu dans l'un des arrondissements de Tchaourou s'est achevé. La compétition a été parrainée par le député Rachidi Gbadamassi. Le compte-rendu de Ikiliro Gounosero et de Jidikael Ayena. Rachidi Gbadamassi du bloc républicain chante de la paix à Badekparou, un hameau de la commune de Tchaourou en cette veille de l'élection présidentielle. Pour faire passer son message à cette marée humaine, le football qui est un vecteur d'unification. Nous avons placé ce tournoi sous le signe de la paix. Rien que la paix. Parce que vous savez, nous devons conjuguer au passé cette triste réalité. Ce qui s'était passé là, nous devons conjuguer au passé. Et nous devons être dorénavant les ambassadeurs de la paix, aller quartier par quartier, maison par maison, et lutter franchement contre toute forme de violence. Et c'est pour cette raison, nous avons dit le football rassemble, le football est fédérateur. En finale de ce tournoi de la paix pour une élection présidentielle apaisée, la formation de Badé Football Club vient à bout de son homologue de sport santé au tir au but. Une issue heureuse du tournoi saluée par la jeunesse de Badekparou, acquise à la cause du leader du bloc républicain, la paix, avant, pendant et après le scrutin présidentiel. La population de Badekparou remercie beaucoup Gbadamassi de pas qu'il nous a fait depuis 10 ans. Au niveau du terrain du football de Badekparou, c'est Gbadamassi. Parce que l'honneur est devenu notre papa. Aujourd'hui, quand on vient à Badekparou, même si on touche un petit garçon de 10 ans, il doit dire Gbadamassi. Aujourd'hui, vous voyez les poteaux qui sont là, c'est grâce à Honorable. Les filets, c'est grâce à Honorable. Badé n'avait pas de forage comme aujourd'hui. On a envoyé 3 forages. Au moins, il a réparé les lampadaires de Badekparou 3 fois. Il a construit des salles de classe à Toukosari. Il a envoyé des tôles pour les salles qui sont gâtées. Donc tout ça, c'est à mettre à l'actif de l'honorable Rachidi Gbadamassi. C'est pourquoi nous, à Badé ici, chaque fois, on le soutient. Pour le député du bloc républicain Rachidi Gbadamassi de la 8e circonscription électorale, en bon parlementaire, il est de bon ton de sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix et les solliciter davantage. En tant qu'élu du peuple, nous avons l'obligation politique, nous avons l'obligation morale de sensibiliser nos populations et par rapport à la loi de la République. Nous les avons sensibilisés parce que plus jamais, par la cour, la 8e ne sera plus le berceau de la violence. Et nous sommes en train de sensibiliser. Nous allons passer maison par maison pour que à jamais ce qui s'est passé par le passé ne se répète plus. Et c'est pour cette raison que vous avez vu la population, nous sommes en train de les sensibiliser sur les conséquences de la violence, sur les répercussions, les conséquences que de tels actes peuvent engendrer. Et par rapport à la loi, pour que nos populations ne tombent pas sur le coup de la loi, nous, en tant que parlementaires qui légiférons, qui votons les lois, nous avons l'obligation politique de sensibiliser nos populations en leur disant de ne pas succomber
à la folie des hommes politiques qui consistent à les manipuler contre les lois de la République. Au nom de l'unité nationale, nous vous remettons la coupe de la paix. 6 équipes du village de Baden-Kparou ont pris part à ce tournoi de football qui a eu le mérite d'unir davantage les populations. Ces 6 équipes reçoivent des jeux de maillot et des ballons avec la ferme promesse faite aux buffles de la 8e circonscription électorale d'être les ambassadeurs de la paix en cette période sensible. Et le bloc républicain souhaite que la présidentielle se déroule dans la paix pour soutenir la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans sa campagne pour la paix, 2 tournois de football et de pétanque ont été organisés. Des compétitions qui ont permis à Mariam Tchabi-Talata Zimé de passer son message de paix à la jeunesse. On retrouve Ikiliru Gounoussero et Judikaël Ayena. Le capitaine de Madina FC de Parakou reçoit le trophée de la paix des mains de l'ambassadrice Mariam Tchabi-Talata Zimé à l'issue de la finale remportée par son équipe devant Kabassira FC. Le football jouant un rôle capital d'union entre les peuples, la colistière du président Talon accompagne le bloc républicain à travers le conseiller Abdouraouf Sessi Sidi dans l'organisation des compétitions qui font la promotion de la paix. Sa présence nous a vraiment surpris parce qu'on ne croyait pas trop qu'elle allait vraiment venir. Ça montre vraiment l'humilité de la dame et vraiment comment elle est engagée aux côtés de la jeunesse. Vraiment, on a été surpris agréablement. Vraiment, on ne peut que la remercier pour l'effort qu'elle est en train de fournir pour le développement de la jeunesse en général et de tout le Bénin en particulier. Mariam Tchabi-Talata Zimé est fière de la mobilisation de la jeunesse, une jeunesse qu'elle encourage à cultiver la paix en cette période. Que les enfants aient la paix et qu'ils continuent de jouer. Sans la paix, ils ne pourront pas jouer. C'est parce que nous sommes dans un pays, une ville paisible, qu'ils ont joué. Que le meilleur gagne à chaque fois. Après le foot, place à la pétanque. Sur ce boulodrome de la place Tabera, 24 triplettes venues des communes de Natitengu, Bukumbe, Bembereken, Dali, Tchaourou et Parakou pour célébrer la paix autour des sports boules. Cette activité devrait être présentée par Madame Talata, qui est une ambassadrice de la paix. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, elle sillonne le pays pour prôner la paix à la veille des élections. Et quand on sait que la boule réunit la jeunesse, c'est la cible la plus désignée pour porter son message. C'est dans ce cadre que cette compétition a été organisée. Des heures durant, ces équipes se sont affrontées dans un fair play total. À l'arrivée, Ajax Pétanque Club de Bundaru est sacrée équipe championne devant son homologue Solidarité de la cité de Kobourou, 11-0. Comme d'habitude, ça a été un parcours de combattants. Mais au finish, seul le travail paye. Et c'est ça que nous avons prouvé là. C'est en demi-finale contre Cristal qui a été un peu dur. Mais on a utilisé autre stratégie pour les gagner. Mais contre l'équipe de Solidarité, on n'a pas utilisé grand-chose. Vraiment, la finale, telle que ça s'est passé, vraiment, il y avait de la fatigue aussi. Et puis, ce que le jeu aussi a donné, ce que Dieu a dit que le jeu doit donner ça. Mais vraiment, on ne se plaint pas, on est d'accord aussi. Prochaine fois, Dieu fera, nous-mêmes on va emporter aussi. Des motifs de satisfaction sont à noter chez le conseiller du bloc républicain de la ville de Parakou qui œuvre pour la paix aux côtés de Mariam Tchabi-Talata Zimé en cette période préélectorale. Tout est bien qui finit bien, tout s'est bien passé et je crois que c'est à l'actif de nous tous. Et c'est à l'actif de l'honorable Talata qui, après son périple portant sur son appel pour la paix, avant, pendant et après les élections, je crois qu'elle peut s'estimer heureuse. À l'issue de ce tournoi de pétanque pour la paix, les boulistes sont investis à leur tour comme ambassadeurs de la paix dans leurs différentes localités.
Pendant ce temps, le Bureau national du mouvement politique Dynamique 21 a entamé une tournée d'installation des coordinations de zone de l'arrondissement de Godoma. Osenia Deleke nous en dit plus. Les voici, les 15 missionnaires de Dynamique 21 à Godoma-Ouest. Ensemble, ils constituent désormais le bureau de zone de coordination dans cet arrondissement de la 6e circonscription électorale. Je vous installe officiellement ce jour 16 mars 2021 et vous envoie en mission. À l'occasion, remise des cahiers des charges à la nouvelle coordination de l'arrondissement ainsi installé. Cette cérémonie se fera dans le strict respect des mesures sanitaires liées aux gestes barrières du Covid-19. La présente cérémonie, que nous voulons sobre, se limite aux membres de la coordination de Godoma-Ouest, élargie aux chargés des affaires féminines des 10 quartiers. Bien entendu que chaque membre de la coordination est coordinateur de son quartier pour vous traduire le sérieux du travail qui a été accompli. Notons que nous sommes représentés par 8 chefs quartiers sur les 10 que regorge la commune politique de Godoma-Ouest dans le cadre de la vision de Dynamique 21 sur l'échiquier politique de la 6e circonscription électorale. Après l'installation, place au travail, selon le président de la coordination de Godoma-Ouest. Chers responsables, monsieur le coordinateur général, monsieur le superviseur général, je vous remercie pour la charge que vous me confiez à ces instants. Ce ne sera pas facile, mais elle est à notre portée. Après Godoma-Ouest, le même exercice d'installation va se répéter dans les 3 autres zones pour boucler l'arrondissement de Godoma. Le président du Conseil économique et social a organisé en collaboration avec le Conseil œcuménique national des églises du Bénin des séances de prière pour la paix. À Dassa, un culte a été célébré au temple protestant méthodiste Jérusalem de la commune. Emerida Kmensoton, compte rendu. C'est une série de prières organisées dans différentes localités du pays. Après Porto Novo, c'est la commune de Dassa qui a reçu la délégation du président du CES, Augustin Tabegbian, et des fidèles du Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Une seule intention de prière, la paix au Bénin avant, pendant et après les élections. Notre pays est en train de traverser une période très sensible. Notre prière est que l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 11 avril prochain se déroule dans la paix et dans la grande quiétude. Si vous vivez dans un pays où règne la paix, vous les habitants de ce pays, vous serez aussi en paix et vous allez vivre en paix. Nous en appelons à la paix, rien que la paix. Des contradictions et divergences d'opinion s'expriment, se développent et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. Que tout se déroule dans la paix, pour la paix et le développement holistique durable de notre pays. Pour les initiateurs de cette séance de prière, le devoir de l'Église, au-delà de prier, est de sensibiliser les fidèles, tous les Béninois, à être des artisans de paix. Je voudrais, en ma qualité de président du Conseil économique et social, appeler au sens aigu de responsabilité de toute la population en général et de tous les acteurs politiques en particulier, afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix et l'allégresse. Nous sommes très heureux de l'initiative prise par le président du Conseil économique et social avec toute son équipe. Et il est dans son rôle
social, de rechercher la paix, de promouvoir la paix. Et la paix, c'est dans le cœur. Et le meilleur message pour toucher le cœur, c'est à travers les Écritures saintes. À Dassa, les fidèles protestants méthodistes ont prié pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Pour les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, les électeurs et tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Des journalistes formés pour mieux jouer leur rôle en période électorale. C'est à Grand Popo que se déroule le séminaire de formation. Marcela Rossi était au lancement de ce séminaire. Voici son compte rendu. Comment couvrir l'élection du 11 avril en toute liberté et dans la transparence totale, comme l'exige la démocratie représentative? Journalistes, patrons de presse, étudiants en journalisme, tous s'intéressent à la question posée par Sia Bonga Gold et Konrad Adenauer Stiftung à la veille de cette présidentielle. Il ne s'agit pas d'être un modèle de pour être un modèle de secours. Ensemble, ils mesurent avec les experts et consultants d'ici et d'ailleurs ce que revêt la crédibilité du journaliste dans le contexte actuel. Ce que nous faisons ici, c'est un exercice théorique et pratique. Quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce que, au-delà de tout, il faut mettre vraiment la qualité et le professionnalisme au milieu et sinon au fond de nos différentes délibérations pour permettre à ce que, à la fin, comme on le dit, cela n'arrive pas par les journalistes. C'est-à-dire que si demain qu'il y ait une instabilité, que ça ne soit pas l'œuvre des journalistes et que si par hasard il y ait peut-être quelques poches d'instabilité, que les journalistes soient capables de faire au mieux avec professionnalisme leur travail pour que cette tension puisse s'apaiser. Il est primordial d'avoir des journalistes crédibles. Sans ça, ce sont des acteurs de la démocratie qui font défaut. La composante d'une démocratie compte plusieurs acteurs. Les journalistes en font partie, à la condition qu'ils remplissent les critères qui sont exigés à la fois dans leur métier, mais qui sont, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie, mais qui sont aussi exigés de la part de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous voient à la télé. On a beau avoir la vérité en période électorale, lorsqu'on veut donner une information, il y a un minimum d'introspection qu'on doit faire pour dire, bon, ok, cette information, doit-on la donner maintenant, tout de suite? Quel pourrait en être l'impact? L'impact sera-t-il positif ou négatif? C'est tout cela qu'il faut supposer. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas les techniques pour procéder comme je l'évoque ici. C'est ça d'ailleurs la particularité du métier de journaliste. Et c'est pour cela que c'était bien qu'il se retrouve ici pour se rappeler cette attitude qui devrait être la leur en temps normal, mais particulièrement en période électorale aussi. S'il y a des moments où la puissance et l'importance du journaliste sont démontrées, l'organisation d'une élection, qui plus est présidentielle, en est un. Indéniablement, son rôle ici est déterminant. Dans le reste de l'actualité, les membres de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin s'imprègnent du bilan des 5 années de gouvernance du président Patrice Talon dans le secteur du numérique. Par visioconférence, ils ont échangé avec la ministre du numérique et de la digitalisation, Ronald Robinson. 5e vidéoconférence de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Au cœur des échanges, la transformation digitale du Bénin en 5 ans de gouvernance du président Talon. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Aurélie Adam Soulès-Doumaro rassure les Béninois de l'extérieur. La vision que le président de la République a eue et que nous avons mis en œuvre pendant ces 5 années est donc de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour la croissance et l'inclusion sociale. Et ce qui compte le plus, c'est vraiment la dynamique mise en place. Et tel que le président de la République l'a dit pendant sa tournée, ce qui est important, c'est la dynamique. Et cette dynamique aujourd'hui permet à l'ensemble des secteurs, des sectoriels, d'embrasser le numérique comme étant une opportunité
pour justement atteindre leurs objectifs. Qu'en est-il du renouvellement des passeports en ligne, du coût de la connexion Internet, des opportunités de connexion liées au télétravail, de la diversité et de la qualité des services, des réseaux GSM, de la protection des données et du financement des startups? À chacune des préoccupations exprimées, la ministre Adam Soulé Zoumaro a répondu de manière claire et détaillée. Le directeur de la communication de la présidence de la République vient parfois étayer avec des exemples son intervention. La Banque mondiale souligne l'avancée considérable que le Bénin a pris en matière d'identification. Nous avons aujourd'hui un registre national des personnes physiques qui est renseigné avec plus de 11 millions de Béninois identifiés, qui est disponible, exploité au quotidien. Notre université d'Abomey-Calavi était classée 2e, je crois, en Afrique subsaharienne au niveau de sa présence sur le web. Les rectorats, notamment à l'UAC, avaient déjà commencé un important travail de mise en ligne des cours. Tout ce travail préalable et aussi ce qui est venu avec la plateforme de e-learning et également ce que nous faisons maintenant depuis un moment avec la mise en place du réseau béninois d'éducation et de recherche ont certainement contribué à ce résultat. Notre pays est le premier de l'UEMOA en matière de services en ligne. L'Alliance pour un Internet abordable aussi a mis en place un indice d'accessibilité de l'Internet pour lequel nous avons connu une bonne progression. Au niveau de l'UIT, la sécurité étant un élément important, l'indice global de cybersécurité, le Bénin a fait un bond extraordinaire, 8e en Afrique. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour sécuriser le cyberespace béninois? Personne n'a oublié qu'il y a eu une action policière d'envergure qui a permis, courant 2018-2019, de démanteler de nombreux réseaux de cybercriminels. Avoir un dispositif réglementaire, législatif réglementaire et vulgariser cela, que chacun sache à quoi s'en tenir. Donc, première chose, c'est ce que nous avons fait. Madame est modeste, elle vous aurait dit qu'à l'époque, cela a même valu une certaine amélioration de la cote de notre pays en la matière. Deuxième chose, c'est qu'il faut bâtir l'infrastructure technologique numérique pour assurer la sécurité des transactions en ligne. Troisième volet, c'est l'humain. Nos comportements sur le cyberespace déterminent aussi notre vulnérabilité. Et donc, il faut éduquer la population. Madame Rose Faloli, qui voudrait savoir exactement ce que fait le gouvernement pour nous permettre de renouveler nos passeports en ligne à l'image du casier judiciaire qui est totalement dématérialisé. Il y a effectivement eu, à un moment donné, une situation avec le fournisseur. Aujourd'hui, nous avons surmonté cette difficulté. Les infrastructures en place permettent de recommencer à délivrer les passeports. Les explications de la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumaro sur les 6 grands projets du programme d'action du gouvernement dans le monde du numérique ont permis à la diaspora de mieux apprécier l'importance des réformes faites et le niveau d'évolution atteint. Et toujours par rapport à la mise en œuvre du PAG, le ministre Benjamin Hunkpati était face aux acteurs de la santé du Borgou. La rencontre a permis au ministre de faire le point des réalisations du gouvernement dans le secteur dont il a la charge. Alexis Assogba, Samirat Chabimane. Après la présentation de la situation sanitaire dans le département du Borgou par le directeur départemental de la santé Ibrahim Mamansissé, situation qui s'est considérablement améliorée ces 5 dernières années selon ses propos, le ministre de la Santé plante le décor avec la situation du système sanitaire en 2016. Le secteur était confronté à beaucoup de problèmes. Qu'il s'agisse de la gouvernance et du leadership dans le secteur qui impactait négativement les indicateurs, qu'il s'agisse de l'absence de régulation, qu'il s'agisse de l'exercice en clientèle privée avec des mouroirs qui étaient érigés en structures de soins. Pour le gouvernement de la rupture, il était temps de réformer le secteur de la santé, un secteur qui occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. 3 projets de loi ont donc vu le jour, dont 2 déjà votés par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'abord du projet de loi
portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. En effet, à travers ce projet de loi, on sait qui est qui fait quoi, quand, où et comment. À quoi a droit un malade? À quoi a droit un soignant? Dans ce texte de loi, l'assurance maladie a été rendue obligatoire. La deuxième loi fondamentale, c'est la loi sur les actifs pharmaceutiques. Il était indispensable qu'il y ait un socle solide pour dire qui fait quoi, qui a autorisé, qui peut ouvrir une officine, qui peut être grossiste répartiteur, qui peut ouvrir une industrie pharmaceutique. Comment se font les contrôles? Qui est habilité? La troisième loi importante qui est finalisée et qui ira à l'Assemblée dans quelques jours est la loi portant exercice en clientèle privée au Bénin. La précédente datait de 1997. Le projet phare H du gouvernement n'a pas été occulté. Le ministre conclut les échanges en invitant les agents de santé, première personne exposée au coronavirus, à massivement se faire vacciner et à éviter la divulgation de fausses informations concernant le vaccin contre la COVID-19. Intéressons-nous à présent à un fait de société. Construire sa maison est une priorité pour le Béninois. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce choix? Les réponses dans cet élément de Lénaï Kagwazaou. Je crois que ma première réalisation sera d'acheter un terrain. Je vais essayer d'acheter un terrain et construire ma maison. C'est la réponse de la plupart des Béninois à la question de savoir quelle sera votre première grande réalisation. Il faut se faire un abri. Et pour les enfants, il faut mettre les enfants à l'abri, il faut se donner une sécurité, il faut se domicilier. C'est une sécurité sur le long terme. Cette réalité trouve sociologiquement des justifications. C'est la chose la plus normale, c'est notre culture, c'est notre identité. Le Béninois aime rester chez lui parce qu'il veut sa liberté, parce qu'il ne veut pas qu'on le gêne. Il peut rester à jeun pour construire, il préfère dormir sous l'arbre chez lui. L'attachement des Béninois à l'habitat est séculaire et culturel et ils pensent avoir toutes les raisons de faire de la construction d'une maison une priorité. Les acteurs de la décentralisation en atelier de validation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration 2020-2030. Les travaux qui ont eu lieu à Dassa ont été lancés par le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation, Awa Cherif. Une seule question au cœur de cet atelier qui réunit l'ensemble des acteurs principaux de la décentralisation. Il s'agit de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC. L'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration tel qu'il ressort selon le rapport d'avancement de 2011, il nécessite que la PONADEC soit revisitée. De façon spécifique, vous êtes appelés à relire la PONADEC en actualisant sa vision pour son harmonisation, dynamiser la réforme de l'administration territoriale par des mesures innovantes en vue de mettre fin aux multiples résistances au changement notées au niveau de certains ministères sectoriels. Nous aurons le mérite, chacun en ce qui le concerne, de faire des propositions et préconisations pertinentes pour améliorer la qualité des livrables dont nous ne doutons pas cependant et de valider la PONADEC 2021-2030 assortie de son plan d'action budgétisé. Sur le long terme, nous aurons la responsabilité de valoriser, de défendre, d'intégrer et de prendre en compte la PONADEC dans nos systèmes de planification sectorielle. Et pour le préfet des collines, la politique de déconcentration et de la décentralisation PONADEC est un sujet préoccupant. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration nous a tous préoccupés. Parce que nous avons toujours estimé que la décentralisation ne peut que s'opérer à la base et non au niveau central. Et donc, c'est pourquoi nous avons commis plusieurs études, je veux dire l'État béninois a commis plusieurs études pour voir la faisabilité ou la mise en œuvre réelle de cet objectif-là.
À la fin de cet atelier qui va durer 2 jours, il s'agira d'améliorer la qualité de ce document en rapport avec les actions du programme d'action du gouvernement et des actions en cours. Sachez, mesdames et messieurs, que les femmes de la Direction générale des impôts ont aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes. Elles se sont donné rendez-vous au siège de Seme City à Cotonou. On retrouve Awa Chérif. Célébration internationale des droits de la femme sous le respect strict des mesures barrières. Les femmes de la Direction générale des impôts s'associent au thème retenu cette année pour faire passer leur message. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionnel qu'elles portent. Il est alors important de rappeler que rien n'est acquis en la matière et que l'égalité entre les femmes et les hommes reste un challenge. Il s'agit d'un combat de tous les instants, d'une démarche à mener en continu dans les secteurs privés et publics, et ce, dès le plus jeune âge. Pour le directeur général adjoint des impôts, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année a bien une raison particulière. En cette année encore où la pandémie Covid-19 sévit avec de nouvelles variantes, vous imaginez que les femmes que vous constituez et vous qui constituez plus la proportion majoritaire de la population humanitaire du monde, le rôle que vous avez à jouer. Et je suis convaincu que c'est conscient de ce rôle important dans la société que ce thème a été retenu. Plusieurs communications sont au menu de cette rencontre et portent notamment sur le respect des gestes barrières et sur le harcèlement sexuel, surtout en milieu professionnel. Journée internationale des droits des femmes à Kpaou, les femmes du marché ont été honorées. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Axel Dancy, Daniel Ada. Premier instant d'une festivité marquant la Journée internationale de la femme à Paou, une messe d'action de grâce. Détente offerte à des femmes rompues à la tâche, loin de leur étalage. La célébration des droits de la femme n'est pas passée inaperçue ici. Je suis particulièrement heureuse de vivre cette intense force émouvante qui célèbre la femme béninoise et comme vous le savez, le Bénin a besoin de nous les femmes. Aujourd'hui plus qu'hier, toute la communauté nationale doit œuvrer pour le respect des droits des femmes, l'égalité des genres et l'élimination des distinctions ainsi. Ainsi, la promotion du genre dans notre pays est sans nul doute une condition principale de la participation de la femme au développement. Cette année, Paou a décidé de célébrer le 8 mars à l'honneur de toutes les femmes, de toutes nos mamans, de toutes nos sœurs de l'arrondissement de Paou. Et pour une première édition, on voit qu'il y a une participation massive de nos femmes. Il y a une participation massive de nos mamans et de nos sœurs. Chères mamans, soyez-en félicitées. Soyez-en félicitées parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Une retrouvaille des fils et filles de Paou, première édition d'une célébration du 8 mars sous une crise sanitaire avec les femmes du marché de cet arrondissement de Ouida. Les gestes barrières étaient de mise. Chères sœurs, je crois que le Covid, aujourd'hui, nous devons en avoir peur. Je comprends. Parce que nous, les femmes, il n'y a rien qui puisse se faire dans un foyer sans nous. Alors, beaucoup de gens oublient ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez un peu la directrice départementale, vous écoutez toutes les actions qui ont été prévues dans le programme d'action du gouvernement pour honorer la femme béninoise. Je voudrais vous dire que notre président, il est visionnaire. Et je voudrais saluer son esprit d'anticipation et de responsabilité pour déjà nous permettre de prendre conscience de ce que nous devons assurer notre avenir après Covid. Absolument.
Et aujourd'hui, il nous a honorés. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour avoir fait en sorte que la femme puisse exister, puisque sans la femme, il n'y a pas de vie. Vous êtes le sel de la vie. Vous êtes le sel du monde. Je voudrais que vous vous applaudissiez, s'il vous plaît. Mais particulièrement au Bénin, aujourd'hui, la femme est un symbole phare pour notre pays. Et notre président de la République l'a si bien compris. Puisqu'aujourd'hui, les femmes, quand on dénombre un peu dans notre pays, aujourd'hui, les femmes sont les plus nombreuses. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a tellement bien compris qu'il a essayé dans cette réforme de donner une place de choix aux femmes. Cette célébration de la Journée internationale de la femme à Paou a été l'occasion de distinguer des femmes pour leur abnégation et surtout pour leur bravoure. Le concours La Dictée du Rotary a livré son verdict. Les meilleurs élèves ont été primés par le Rotary Club d'Abomey-Calavi. C'est une compétition organisée par le club service qui a profité de l'occasion pour offrir des kits de lavage de mains. Stanislas Lincoln. Un nouveau jour de triomphe pour Roland. Élève en classe de seconde C et toujours meilleur de sa promotion, il surclasse plus de 200 autres candidats au concours intitulé La Dictée du Rotary grâce à ses connaissances linguistiques en français. Il s'empare du premier prix. Dis juste le mot pérenne, il faut avouer que ce mot m'a un peu déstabilisé au début. J'ai cru que c'était genre une dictée, donc je n'allais connaître aucun des mots. Mais finalement, bon, j'ai constaté que c'était une dictée pas comme les autres, c'était le français et rien d'autre. L'épreuve a duré près d'une heure. Pas facile pour certains de tenir vu la longueur du test dicté. Déjà, des candidats font le point des enseignements tirés de leur participation. Nous tous là, on a besoin d'y participer. Prochainement, je veux que ça se répète au moins chaque année. Là, ça nous permet de développer nos idées. Il faut toujours fouiller, surtout quand on est littéraire, parce qu'il y a des mots dont je ne maîtrise pas bien l'orthographe. Certains seront obligés d'aller créer leur propre... Ici, ces apprenants participent au Forum des métiers après la dictée du Rotary. Chaque Rotarien discute de son travail avec les élèves. Le Rotary Club d'Abomey-Calavi leur fait découvrir leur future carrière. Cette action dénommée Action Forum des métiers permet à tous les Rotariens du club qui sont des professionnels de différentes professions de présenter leur métier aux élèves et de leur donner des orientations afin de pouvoir mieux choisir leur métier en terminale et à l'université. Autre volet des échanges, la prévention du coronavirus. Le Rotary Club d'Abomey-Calavi distribue des masques aux apprenants, offre des dispositifs de lavage des mains au collège. Orabank Bénin se rapproche de ses clients. La banque dispose désormais d'une agence à Kandi. La cérémonie d'inauguration a eu lieu au siège de l'agence. Les détails de Christian Ganjo et de Olviga Messon. Par cette coupure de ruban, le préfet de l'Alibori lance officiellement les activités de l'agence de Kandi d'Orabank. Longtemps espérée par les populations du département, cette banque est désormais une réalité. Il y a encore quelques mois, beaucoup parmi nous se posaient la question de savoir comment soulager notre besoin d'épargner nos revenus, de faire financer nos projets à taux raisonnable, pour ne pas dire se faire accompagner par une banque connue dans le financement des affaires. Toutes ces inquiétudes sont dissipées par l'arrivée d'Orabank à Kandi. La cité des Sakai des Kandi-sous-Nom n'est d'ailleurs pas choisie au hasard. Kandi constitue un carrefour naturel de toutes les autres communes du département. Nous devenons de ce fait accessibles aux populations de Bani-Kwara, Gorgounou, Sekbaran, Malanville et Karimaman, afin de leur apporter des produits bancaires et services financiers sur mesure répondant aux meilleurs standards internationaux et leur permettant de réaliser leurs projets
dans les meilleures conditions. Ce jour, en contraste avec la chaleur suffocante dans la nature, dans les champs et dans les ménages, Ora Bank ouvre officiellement les portes de son agence de Kandi comme l'exaucement du vœu secret de fraîcheur financière et économique des populations de la Liborie. Au nom du chef de l'État et de tout son gouvernement, je vous félicite pour votre accompagnement discret mais efficace des politiques publiques de développement de notre pays, le Bénin. Ora Bank étend son réseau en vue de mieux accompagner ses clients. Ceux-ci bénéficient de tous les services d'une banque universelle. Nos services et produits liés au financement des comptes, nos produits de financement, notre service de ramassage de fonds, nos services de guichet, à savoir les certifications de chèques, les remises de chèques, nos produits de transfert rapide, Western Union, MoneyGram, RIA, etc. Ora Bank Kandi, c'est une agence moderne composée d'un rôle client, 5 caisses, un guichet, 2 distributeurs automatiques de billets et des bureaux. Toutes ces installations ont été visitées par les participants. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable. Vraiment, je voudrais remercier les responsables de l'Ora Bank et remercier les maires des communes, les maires de tous les maires de département de la Liborie et à sa tête le préfet aussi. Après les discours et l'acte inaugural, un cocktail a été offert aux invités. L'agence de Kandi est la 16e d'Ora Bank au Bénin, une banque présente dans 12 pays africains. Intéressons-nous à présent à cette activité de la direction du patrimoine culturel qui a organisé un atelier de restitution et de validation des besoins de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Occasion propice pour une intervention en direct par visioconférence du directeur régional de l'UNESCO, Patrick Dosso, Jules Akoiko. Le Bénin est félicité par l'UNESCO pour son engagement à la conservation du patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel, et son leadership dans les négociations pour le retour au bercail des biens culturels évadés ou emportés outre-mer. Et c'est par visioconférence que le directeur régional de l'UNESCO exprime ses félicitations. Je voudrais donc féliciter le Bénin pour le rôle actif qu'il joue au niveau mondial dans la mise en œuvre de la Convention de 2003. Votre pays a fait inscrire le patrimoine oral guélédé comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Bien formaliste, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts reçoit les lauriers tressés au fronton du Bénin. Permettez-moi, Monsieur Dimitri Sanga, de vous dire combien nous sommes touchés par votre appréciation, vos félicitations sur les efforts que le Bénin essaie de mener. Le Bénin a l'honneur, c'est le cas de le dire, pour cet atelier organisé par Paul Akogny, directeur du patrimoine culturel. Un atelier inscrit dans le programme planétaire de l'UNESCO. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de renforcement des capacités de l'UNESCO mises en place pour aider les États membres à créer des environnements institutionnels et professionnels. Dans le cadre de cette stratégie mondiale, Lambert Bonezui, expert mandaté de l'UNESCO, après un séjour hebdomadaire au Bénin, fait l'état des lieux du patrimoine culturel immatériel béninois. Restituer son investigation, c'est l'activité initiale de cet atelier initié. Cette activité consiste à exprimer les besoins techniques, intellectuels, humains, financiers et d'assistance internationale nécessaires à la sauvegarde et à la valorisation de nos traditions et expressions orales, de nos arts de spectacle, de nos pratiques rituels et événements festifs, de nos connaissances liées à la nature et à l'univers, puis de nos savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Par cette activité, notre pays entend œuvrer davantage pour la mise en œuvre de la Convention 2003. Cette Convention 2003 de l'UNESCO fut adoptée pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
du patrimoine que la patrie béninoise veut sauver pour toujours, garder à jamais, sauvegarder et dire « ainsi soit-il ». Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19